Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bistrot du Parti de la France. Le saviez-vous? Cela fait depuis le 27 avril qu'il n'y a pas eu de bistrot, depuis 3 mois. Et oui, fin mai, élection européenne, fin juin, élection législative, il nous était impossible de préparer un bistrot où on pouvait tout simplement parler un petit peu de tout et de rien autour d'une bière, être détendu autour de quelques amis. Et non, nous étions toujours en campagne ou en soutien de campagne. Donc là, enfin, pour cette dernière, et oui, c'est la toute dernière émission avant la rentrée de septembre, puisqu'il n'y aura pas d'émission en août. Par conséquent, j'ai décidé de faire ça avec des membres du bureau. Quoique Thomas Petit n'est pas membre du bureau, il est membre du Conseil national, c'est déjà très très bien. Donc, je vais présenter chaque interlocuteur qui sera avec moi et nous parlerons tous ensemble de l'actualité, de tout et de rien, comme si nous étions réellement ensemble dans un bar autour de bonnes bières. Tout d'abord, pas besoin de le présenter, Thomas Joly, vous êtes président du Parti de la France. Bonsoir Thomas, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Et puis, je salue tous nos auditeurs, ceux qui sont en vacances, ceux qui travaillent encore, ceux qui sont sous le soleil, ceux qui, comme moi, en Picardie, là, il tombe une pluie diluvienne là au moment où je vous parle. Mais bon, voilà, le fait d'être en vacances c'est quand même un repos. D'ailleurs, ceux qui me suivent, en tout cas sur Facebook, ont pu voir que j'étais beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux. Ça fait également partie de mes vacances et j'invite aussi les auditeurs. Alors évidemment, le Parti de la France n'est pas complètement, on va dire, à l'abandon politique, on ne suit plus rien du tout. Non, il n'y a pas que Thomas Joly au Parti de la France, il y a d'autres cadres, on suit l'actualité, on y réagira si nécessaire, mais il est aussi, je conseille à nos auditeurs de faire une fois de temps en temps et de profiter des vacances d'été souvent, de faire une petite pause de réseaux sociaux, ça fait du bien plutôt que d'être connecté en permanence. C'est un bien aussi de se replonger, on va dire, dans le monde réel et surtout auprès, voilà, de sa famille, de ses proches, de ses animaux de compagnie, ce genre de choses, de ses amis, de faire des choses dans le monde réel, de ne pas être sans arrêt connecté à l'actualité. C'est certain que quand on s'intéresse à la politique, quand on fait de la politique, on est obligé d'être connecté en permanence, mais c'est vrai que ça, voilà, ça veut pas dire que ça prend la tête, j'aime pas trop cette expression de vieux jeune, mais voilà, ça occupe le cerveau en permanence, ça use aussi, et donc de temps en temps, c'est bien de faire un petit sevrage. Parfait, merci beaucoup Thomas Joly pour ce conseil d'entrée dès le début de cette émission, merci à vous. Nous avons un autre Thomas avec nous, un autre Thomas, Thomas Petit, membre du Conseil national. Bonsoir Thomas, comment allez-vous? Et je m'en changé de production également. Eh bien, bonsoir Alexandre et bonsoir aussi à tous les camarades et amis qui sont présents et puis aux auditeurs. Et écoute, moi ça va très bien. Je vais suivre ce bistrot et participer accompagné d'une petite bouteille de Bordeaux. Voilà, pour faire simple. Vous dites ça à un bourguignon, vous êtes téméraire et c'est pour cela qu'on vous apprécie. Nous avons également le secrétaire général du Parti de la France en direct de Normandie. Bonsoir Bruno, Bruno Hirou, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Eh bien, je vais très bien et je suis ravi de participer à ce dernier bistrot du PDF avant des vacances bien méritées pour tout le monde. Là, comme notre cher, brillant et grand président l'a rappelé à l'instant, nous avons eu une fin d'année académique plutôt chargée niveau politique. Ça va faire du bien de décrocher un peu, même si bien sûr on restera en veille sur l'actualité, puisque on n'est jamais à court de surprises et les sujets d'actualité abordés ce soir le démontreront, par exemple. Tout à fait, et c'est d'ailleurs un conseil que j'appliquerai en août, puisqu'il n'y aura pas d'émission du Forum du Parti de la France, ce sera le moment idéal aussi pour prendre des petites vacances avec les réseaux. Et Frédéric Avali, membre du bureau politique du Parti de la France et responsable de la région Île-de-France pour le Parti de la France. Bonsoir Frédéric, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir chers camarades et présidents, chers auditeurs, ça va très bien. En plus, ça faisait longtemps que j'étais pas venu à ce bistrot et il me manquait beaucoup. Donc, j'en suis d'autant plus ravi. Et oui, le retour du bistrot, enfin l'actualité nous permet d'en refaire un, et on espère qu'on en fera un tous les mois à partir de septembre. Enfin, l'avant-dernier, puisque Maxime Borloo va nous rejoindre dans quelques minutes,
Nous avons, en attendant, un autre camarade bourguignon, Yanis Morio, membre également du bureau politique du Parti de la France. Bonsoir Yanis, avec un I, attention, ce n'est pas un terroriste. Bonsoir Yanis, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Oui, oui, avec un I, version byzantine et non pas version barbaresque. Bah, ma foi, je ne vais pas mal. Je suis impatient d'aller à notre BP puis notre petit repas après. Comme ça, on va se retrouver non seulement au bistrot, mais en plus de visu pour boire réellement tous ensemble. Et puis bon, faire aussi de la politique, parce que nous sommes avant tout des hommes politiques. Et oui, nous sommes des hommes politiques, et justement, ce soir, on va quand même parler de politique. L'actualité que j'ai vu le plus passer aujourd'hui, et ce dont on m'a parlé d'ailleurs, que ce soit par des collègues ou par des amis que j'ai pu croiser, c'est effectivement le retrait de C8 et de NRJ12 par l'ARCOM sur la TNT. Alors, il est vrai que moi, je regarde très très peu la télé, je ne sais pas quel impact ça aura, je ne sais pas si TPMP pourra réapparaître sur une autre chaîne du club Canal, donc quelque part essayer de contourner cette intention malveillante, parce que pour moi, c'est une intention malveillante de la part d'ARCOM, voilà, j'ose le dire, je ne sais pas quelles seront les conséquences, je ne suis pas du tout assez calé là-dessus, mais par contre, je suis persuadé effectivement que c'est contre Cyril Hanouna qui est particulièrement ciblé, et Touche pas à mon poste qui est suivi par la première chaîne du PAF, première émission du PAF même, donc par les classes populaires et même par des personnes de nos idées. Vous, Thomas Joly, qui êtes président du Parti de la France, vous en pensez quoi de cette suppression de C8 sur les fréquences de la TNT par l'ARCOM? On avait bien vu que et l'ARCOM et on va dire comment la pensée dominante, l'État, les opposants à Bolloré, les gens de LFI, vous saviez qu'il y avait une commission d'enquête parlementaire justement, puisqu'ils trouvaient absolument scandaleux qu'en fait il y ait de la pluralité à la télévision. C'est-à-dire qu'on est passé de plusieurs décennies où la télévision en fait était entièrement gauchiste, entièrement social-démocrate, où là, d'un seul coup, on a vu surgir des chaînes qui, certes, pas les chaînes du Parti de la France, les chaînes du Rassemblement national, les chaînes de Reconquête, mais où il y avait justement une façon d'aborder les sujets qui n'étaient pas sous le prisme de la gauche et de la pensée dominante. Et ça, ils ne le supportent pas. Quand vous avez des petits capots de la pensée unique qui règnent en maître depuis des décennies sur le paysage audiovisuel, eh bien, il fallait qu'ils utilisent tous les moyens pour essayer d'empêcher cela. Sachant qu'en plus, ils savaient très bien, alors je ne sais, j'ai pas lu les raisons du retrait du canal TNT de l'ARCOM à C8, mais en fait, de toute façon, on sait que c'est une décision politique et qu'il s'agissait de s'en prendre à l'émission de Cyril Hanouna, qui, plus est très regardée. À la rigueur, il pourrait dire, ça aurait pu être le prétexte, en disant, regardez, voilà, votre chaîne, on va donner ce canal à une autre entreprise, une autre chaîne, puisque vous représentez très peu de spectateurs. C'est déjà d'ailleurs arrivé, ou avec des faillites, avec ce genre de choses. Mais là, c'est une décision purement politique. Ils n'ont pas osé supprimer CNews. Ça aurait pu arriver, parce que de toute façon, CNews est dans la ligne de mire. L'ARCOM donne des amendes régulières à CNews pour avoir laissé telle ou telle personne dire ça. Et le pire, c'est que je crois que lors de la commission d'enquête, les mêmes personnes qui refusent d'aller sur CNews, en fait des gens de LFI, reprochaient le manque de pluralité de CNews. Ça faisait partie des critères. Donc voilà, on est vraiment dans le type de procès stalinien que l'on peut faire à une chaîne, parce qu'ils en sont malades qu'une chaîne comme CNews ou que chez Hanouna soient reçus des politiques du camp national, de droite nationale, et qui ne soient pas agonie d'injures par le présentateur, puisque on en pense ce qu'on veut d'Hanouna. En attendant, lors de l'élection présidentielle, c'était la seule émission, où il recevait les différents candidats. C'était la seule émission où tous les candidats étaient reçus sans se faire couper la parole, insulter, sans que voilà, il y ait le présentateur qui se mue en militant politique, ce genre de choses. Alors on était étonnés, c'était chez Hanouna qu'il y avait les meilleures interviews où les candidats pouvaient le plus développer leurs propos. Et il l'a refait après en invitant dans son émission TPMP, j'ai déjà vu, il ne se faisait pas là pendant les élections européennes, par exemple, il ne se faisait pas couper la parole, il posait des questions relativement intelligentes. Alors c'est peut-être pas forcément lui qui les a
écrite, mais on n'était pas soit dans la soupe qui était servie, il a fait dans la neutralité objective politique qu'on attendrait peut-être des autres chaînes. Donc évidemment, ça a déplu. Évidemment, il s'agit d'un règlement de compte et l'Arcom, comme d'autres toutes sortes d'organismes qui relèvent de l'URSS. On peut en parler d'autres comme le Conseil d'État, comme le Conseil constitutionnel, voilà, l'Arcom, tout ce genre d'espèces de comités soviétiques où on décide de ce qui doit être contre la vie du peuple, ce qui doit être dit, ce qui doit être fait à la télé, ça devra disparaître. Il faut faire disparaître ces structures, ces organismes nocifs qui vont contre la volonté du peuple, car il doit évidemment y avoir un organisme de contrôle, qu'on évite de nous passer du porno gay à 20h sur une chaîne visible par tous les enfants. Enfin voilà, ça, oui, qu'il y ait ce genre de choses, qu'on évite aussi qu'il y ait sur des chaînes des appels au meurtre, ce genre de choses. Mais je suis pour une grande liberté d'expression à la télévision, à partir du moment où on n'est pas dans l'appel à la violence, dans la calomnie ou la diffamation. Je pense que ça fait partie du libre débat public qu'on voit bien que nos adversaires ne veulent pas. Donc ils utilisent tous les moyens à leur disposition, comme là, pour interdire une chaîne. Bon, c'est C8 qui n'est pas la plus subversive, mais on voit bien que c'est Hanouna qui est visé. Peut-être que CNews sera dans le collimateur et peut-être que l'année prochaine, CNews ne pourra plus émettre sur la TNT. C'est tout à fait possible. Mais plus il y a de répression, alors faut pas forcément s'en réjouir parce que bon, c'est toujours emmerdant, mais plus il y a de répression, plus ça veut dire que l'État est fébrile. Et pourquoi? Enfin, l'État, le camp d'en face, dirais-je, macroniste et extrême gauche. C'est-à-dire que plus ils sentent que le pouvoir est en train de leur échapper, et je pense que ce type de censure arbitraire, eh bien, correspond, à mon avis, au fait qu'ils sont de plus en plus fébriles et que le fait que les Français soient informés, soient réinformés, même pas de la manière la plus parfaite que ce soit, on peut pas dire qu'Hanouna non plus est un guide nationaliste pour le peuple français, mais le simple fait que voilà, il existe des chaînes sur lesquelles ils n'ont plus la main idéologique, eh bien ça les dérange, ça les terrifie parce que une chaîne comme CNews, qui n'a pas plus de moyens que les autres, eh bien, est devenue la première chaîne d'information de France. Donc évidemment, ça leur fait peur parce qu'à partir du moment où on dit la vérité, on diffuse la vérité, eh bien, les Français sont plus attirés par la vérité que par les mensonges officiels auxquels même les journalistes qui les énoncent ne croient pas. Donc voilà, c'est à observer, à se demander quelle sera la suite, mais on sent vraiment une grande fébrilité du pouvoir en place qui veut empêcher que la vérité se diffuse pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils sentent que le pouvoir est en train de leur échapper. Merci beaucoup Thomas. D'ailleurs, avant de passer la parole au prochain intervenant qui sera celui qui le souhaite, il y a aussi l'arrivée d'une nouvelle chaîne, Ouest France, qui se veut humaniste. Donc celui qui veut prendre la parole, Maxime Morlon est arrivé, il est en avance. Il avait dit 21h30, il est en avance. Et bien juste avant, nous allons faire un test audio. Maxime Morlon, membre du bureau politique du Parti de la France et responsable du Parti de la France dans la région des Vosges. Maxime Morlon, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez faire un test audio? En appuyant sur le petit bouton bleu qui est au milieu de votre écran. Alors, salut Alex, j'espère que tu m'entends. Moi, en tout cas, je t'entends très bien. Nous entendons les cigales, ça sent les vacances, en tout cas, de votre côté, Maxime. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton à chaque fois que vous voulez intervenir ou alors vous taire. Et ça marche, pas de souci, comme d'habitude. Bon, moi, c'est pas les vacances. Hein. Je suis en déplacement en Provence, mais pour le boulot. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, on entend les cigales. Tout à fait. Maintenant, celui qui souhaite prendre la parole, vous pouvez la prendre. Allez-y, Yanis. Alors, pour rebondir justement sur l'affaire C8, donc j'imagine, Vincent Bolloré savait très bien que ça lui pendait au nez. Donc il a déjà prévu une situation de repli. Parce que même si aujourd'hui, surtout nous qui sommes maintenant sur Telegram, beaucoup de choses se passent par Internet, il y a de plus en plus de gens qui ont soit le satellite, soit le câble, mais c'est vrai qu'en zone rurale, ça serait un gros manque à gagner de ne pas avoir la TNT. Donc là, il va diffuser Hanouna à partir de la rentrée sur Canal+ en clair. Donc ça, en gros, le bilan pour cette manigance gauchiste, du coup, ils n'auront pas du tout réussi à atteindre Hanouna. Et par contre,
pour des gens qui se veulent de gauche, humanistes, tout ça, bah, ils auront quand même mis 300 techniciens au chômage. Donc on voit le résultat brillant de cette manœuvre. Mais cette histoire me fait aussi penser à quelque chose. C'est il y a plusieurs années, Frédéric Avalli confirmera, quand Berlusconi était encore un homme de télévision, donc il avait lancé les premières chaînes privées en Italie, et on avait tenté de lui mettre des bâtons dans les roues, enfin on avait à un moment essayé de l'empêcher de diffuser, et à ce moment-là, donc lui c'était pas une chaîne subversive, il s'est lancé dans la politique après, et puis c'était assez généraliste, même des fois des programmes un peu gnangnan, et il avait lancé, avec le public qui était excédé, vers les téléspectateurs excédés de ne plus avoir accès à leur programme, il avait fait une révolte nationale, qu'on avait même qualifiée de révolte des Schtroumpfs dans la presse, puisqu'il diffusait à une heure de grande écoute le dessin animé des Schtroumpfs, et les enfants étaient épouvantés qu'on ait arrêté de diffuser. Donc il y a toujours un moyen sous le coude, si vraiment ils continuaient leur velléité contre ces chaînes-là, bah, de pouvoir vraiment lancer une révolte de téléspectateurs. Enfin, il y avait eu vraiment des manifs géantes devant les locaux du ministère de la Communication. Enfin, ça avait quand même fait grand bruit. Donc je pense qu'ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent si jamais ils veulent continuer lors de la prochaine attribution des canaux hertziens, pardon. Ah, merci beaucoup pour ces précisions, mon cher Yanis. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole concernant effectivement l'interdiction enfin l'interdiction, le retrait plutôt de C8 sur la chaîne, sur la TNT. Alors, moi, je vais donner mon avis, Allez-y, Maxime. Alex, sur ce qui vient d'arriver là. Bon, comme dit Yanis, il est sûr que Vincent Bolloré, oui, s'y attendait à ce genre de choses. Mais ça aussi, ça veut dire une chose, et je vais faire un parallèle notamment avec le Rassemblement national. Voilà. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, c'est qu'on a des ennemis qui sont prêts à tout pour nous bâillonner, pour nous empêcher d'avoir la parole et pour empêcher aussi d'avoir une parole divergente au discours politiquement correct, hein, au discours du système. Et ils sont prêts justement jusqu'à aller fermer des chaînes de télévision. Voilà, donc il suffit aussi de voir aussi la polémique qu'il y avait eu aussi en début d'année, il me semble, avec le journal du dimanche, comme c'était Geoffroy Lejeune qui en avait pris la tête de la rédaction. Voilà, donc aujourd'hui, ça prouve aussi qu'il ne faut absolument pas faire de compromission envers les gens de ce système-là. La grosse erreur qu'a fait le Rassemblement national il y a quelques jours maintenant, là, hein, ils ont même voté pour des vice-présidents du Haut Front populaire à l'Assemblée nationale, alors qu'il aurait fallu au mieux s'abstenir. Voilà, donc dans tous les cas, aujourd'hui, ça prouve que c'est quand même une guerre totale, hein, qui nous est faite, en tout cas qui est faite à la parole divergente que certains médias, et notamment Bolloré, voudraient imposer. Aussi le fait que Hanouna fasse des audiences assez énormes pour le créneau horaire, aussi les inquiète fortement, hein, ce que je peux comprendre, mais si Hanouna aujourd'hui fait des bonnes audiences, c'est parce qu'il y a une demande. Voilà, sinon il ferait des bides et c'est pas le cas. Et en plus de ça, moi je trouve, alors, au départ j'étais pas très fan de l'émission d'Hanouna, hein, je le regardais même pas, mais c'est vrai qu'avec le temps, je trouve qu'elle s'est quand même bonifiée, qu'elle a monté en qualité, notamment avec des intervenants politiques. Et puis aussi, il faut reconnaître aussi le courage d'Hanouna d'inviter aussi des gens qui ne sont pas politiquement corrects. Il a invité des anti-vax, il a invité des gens qui étaient ouvertement contre la politique du confinement, pendant le Covid notamment. Voilà, il a invité aussi des gens aussi qui avaient une parole divergente sur les JO et son organisation, ceux aussi qui prônaient des théories, on va dire, un petit peu ambivalentes. Enfin, il a pas hésité à inviter, voilà, à donner la parole à des gens qui sont un petit peu graveleux, si j'ose dire. Voilà, donc ça j'estime que c'est à mettre à son crédit. Et aujourd'hui, le téléspectateur, je pense qu'il est assez grand pour avoir du discernement et savoir faire la part des choses. Et ça, les gauchistes, c'est absolument ce qu'ils veulent pas. Voilà, ils refusent tout discours autre que les leurs. Donc ça, je le dis bien, il faut qu'on continue. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pas mal de choses se fait par Internet, hein, et aujourd'hui, la plupart des jeunes, déjà ma génération, sommes sur Internet. Alors, les générations suivantes, comme la tienne, Alex, c'est encore pire. Mais voilà, il faut pas leur faire de cadeaux et faire des compromissions avec ces gens-là, bah, c'est justement, déjà perdre la bataille et s'avouer vaincu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Je suis assez d'accord effectivement sur la gradation en qualité de l'émission. Au début, pareil, je regardais pas du tout. Je trouvais ça très mauvais. C'était à l'époque, vous savez, de Delormeau, etc. Enfin, c'était un peu nul à chier. Mais effectivement, avec le temps, ils ont invité Fabrice Dividio, ils ont invité Patrick Sabatier aussi, je dis pas de bêtises, un pneumologue qui était opposé à la folie sanitaire, etc., etc. Et Ils ont invité d'ailleurs, Raoult pour faire un aussi. parallèle, Ils ont invité le Raoul, professeur, effectivement, ouais, professeur Raoult, et ils avaient tout à fait. invité aussi le journaliste de France Soir là, qui était ancien de France Télévisions, je n'ai plus son nom là, qui était ouvertement, contre le confinement et la politique vaccinale, et qui était venu, il s'était même écharpé avec, le l'autre fou là de Laurent Alexandre là. Voilà, il y avait eu une prise de bec sur le plateau, de Hanouna, et il avait insulté Hanouna, enfin il avait insulté, justement, notre ami, Laurent Alexandre d'assassin, tout ça et tout, c'était monté très très haut. Donc voilà, et donc ça c'est à mettre à son crédit. Donc c'est très bien, et je suis pas étonné par ce qui arrive aujourd'hui, mais bon, a priori Vincent Bolloré a déjà 2 coups d'avance sur cette histoire. Oui, oui, tout à fait. Et la population se droitisant, j'ai envie de dire, vu que c'est une émission très populaire, elle s'est droitisée aussi naturellement. Donc c'est tout à fait compréhensible. Et justement, vous faisiez un lien avec le Front National, le Rassemblement National. Le fait quand même qu'on ait martelé médiatiquement 2 semaines avant la décision de l'Arcom, le fait que Jordan Bardella était allé dans la villa de Saint-Tropez de Cyril Hanouna, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien également? D'ailleurs, quand je vois la majorité des commentaires sur les réseaux sociaux, des gauchistes ou des boomers, effectivement, il y a une majorité de personnes qui disent très bonne décision, vivement que ces news y passent aussi. Donc, est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a un lien? Thomas Petit, allez-y. Moi, je voulais d'abord, revenir sur, ce que Maxime disait, après je répondrai à ta question. Donc c'est vrai que c'est assez grave ce qui se passe en ce moment finalement, parce qu'on se rend compte qu'il est de plus en plus compliqué de s'exprimer, en public et même, dans les médias. Il est difficile d'exprimer ses idées qui relèvent de la droite nationale, parce qu'on est très vite muselé, on est très vite persécuté, et pas seulement dans le domaine des médias, mais également dans le domaine professionnel. J'ai moi-même été, «victime» entre guillemets de ce genre de persécution, et je suis actuellement, embêté, j'attends la décision. Mais, on arrive à une époque où il est dangereux en tout cas de représenter la droite nationale, mais c'est pas pour autant qu'on s'arrêtera de se battre. Concernant Cyril Hanouna, oui, je pense que ça en a gêné plus d'un, le fait qu'il soit avec, Jordan Bardella dans le sud de la France. Je pense que ça a fait une petite, polémique, un petit scandale, donc forcément tout le monde s'acharne sur Cyril Hanouna et l'accuse de fréquenter l'extrême droite, et cetera. C'est un discours habituel qui, au final, ne choque personne, hein, je pense, hein, donc Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, oui, c'est Patrick Bélier, pas Patrick Sabatier, autant pour moi, le pneumologue qui était opposé aux mesures sanitaires. Je crois savoir que Bruno, je le sens, a envie de réagir. Bruno Hérou, je vous donne la parole. Alors, Alexandre, vous avez un sixième sens extraordinaire, je suis épaté. Non, je voulais revenir sur cette affaire de censure de C8 et de Cyril Hanouna, avec deux petites réflexions. La première, c'est que sous prétexte qu'il n'est pas radicalement opposé au candidat jugé trop à droite, donc on le fait sauter. Mais c'est le bien, c'est que vu que c'est la gauche qui est à la manœuvre, vu que ce sont les communistes, les staliniens à la manœuvre, eh bien, la décision, on fait croire qu'elle est normale, qu'elle n'est pas choquante, qu'elle est complètement légale. Ils sont légalistes quand ça les arrange, soit dit en passant. Alors que si dans une mairie tenue par la droite ou la dite extrême droite, eh bien, on va s'opposer à ce que des drag queens viennent faire des lectures à des enfants dans des écoles ou dans des bibliothèques. Là, par contre, eh bien, les élus seront accusés de fascisme, de néonazisme, etc. Donc, il y a toujours ce deux poids, deux mesures où la gauche peut censurer la droite et tout le monde est d'accord parce que c'est le camp du bien. D'ailleurs, Ouest France récupère un des deux canaux libérés par l'éviction de C8 et d'Énergie 12 et Ouest France est vraiment un pur torchon. Il n'y a pas une région où ce journal est bien tenu. C'est un pur torchon social-démocrate faussement chrétien. Et,
et ce deux poids, deux mesures est insupportable et c'est clairement une opération de censure. C'est pas du légalisme, de quelque chose de posé comme ils veulent nous faire croire. C'est de la censure de gauche contre des gens qui ne sont pas assez de gauche et c'est aussi une preuve, le deuxième et dernière réflexion sur ce sujet pour ma part en tout cas, que la dédiabolisation ne sert à rien à part, renforcer nos adversaires puisque on a beau, voilà, avoir des gens qui font tout pour, essayer pour supplier qu'on les prenne pas pour des gens d'extrême droite et finalement, à partir du moment où vous n'êtes pas ultra favorable à l'immigration, de toute façon, vous êtes un nazi. C'est comme ça qu'ils réfléchissent ces gens-là, je crois que c'est Saint-Toul, je crois qu'il s'appelle le gars de LFI, Aurélien Saint-Toul, je crois, qui était à la commission anti-Bolloré, un pur néo-Robespierre. La dédiabolisation ne sert à rien puisque si vous n'êtes pas sur la ligne de la gauche, de toute façon, vous prendrez les coups de la gauche qui dirige non seulement le pays intellectuellement, mais qui dirige aussi la culture. Et c'est pas que l'Arcom, c'est aussi le CNC et tous ces genres d'organisations qui donnent de l'argent à des publications non rentables, mais du bon côté de la bien-pensance. Donc voilà, la dédiabolisation ne sert à rien. Et cette décision de l'Arcom est une décision communiste. Voilà les deux petits points que je voulais évoquer. Merci beaucoup Bruno pour ces points. Bah, écoutez, Frédéric Avelli, je crois que Ou vous allez être la dernière personne à parler de ce sujet et je crois que tout le monde a parlé de ce sujet. Frédéric, vous avez la parole. les derniers seront les premiers, hein, dit l'Évangile. Alors, en fait, je ne sais pas si je vais déborder sur le sujet concernant le Parlement. Mais bon, comme Bruno et Maxime auparavant ont commencé, je voulais compléter un petit peu. Évidemment, je souscris totalement à ce qui a été dit. Le contraire serait inquiétant. Par rapport à la dédiabolisation, qui effectivement ne sert à rien, on s'en est aperçu avec les résultats extrêmement décevants du second tour. Moi, je voulais dire que il y a aussi, enfin voilà, d'une part, on a assisté à une opération de déstabilisation et de propagande gauchiste qui rappelait presque, hein, je dis bien presque, les mauvais souvenirs de l'entre-deux tours de 2002. Mais le problème, c'est que vous avez les journalistes de gauche qui ont commencé à chercher la petite bête, hein, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre expression concernant ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à dire oui, dans telle circonscription, il y a un des 577 candidats qui a dit qu'il avait un ophtalmo juif. Il y a, dans une autre, il y a un des 577 candidats qui a été filmé avec qu'il faudrait vérifier avec une casquette nazie il y a 25 ans, etc., etc. Au lieu de passer son temps à s'excuser, hein, enfin, du moins s'expliquer, hein, bon, s'expliquer, c'est s'excuser, dire oui, oui, non, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, merci d'avoir signalé le problème, c'est une véritable honte, le candidat a été exclu sur le champ, eh bien, ils auraient dû dire oui, ce n'est pas facile de présenter 577 candidats de top niveau quand on est un parti dont les représentants sont régulièrement menacés physiquement en campagne, hein, surtout avec la parité. Quand on est mère de famille, on a plus d'inquiétude à se faire si on est agressé physiquement sur un marché, peut-être qu'un malabar d'1 mètre 90. De dire aussi que au lieu d'attaquer deux ou trois candidats, certes pas au niveau, il ferait mieux de regarder, de s'attaquer au fichier S de la France insoumise, des racailles, des mordeuses de taxi, j'en passe et des meilleurs. Eh bien non, eux justement, ils ont continué à s'excuser du début à la fin. Ils ont même exclu quelqu'un qui a osé défendre Jean-Marie Le Pen. Vous vous rendez compte, quelle horreur, hein, défendre le père de celle qui, lorsqu'elle a repris la succession, a dit qu'elle assumait tout, les bonnes comme les moins bonnes choses de l'héritage du Front National légué par son père. Voilà. 12 ans après, quelqu'un qui la défend est licencié sur le champ, 13 ans après. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que la meilleure réponse aux attaques des journalistes, c'est le déni, le dédain. Et eux, ils ont choisi de s'expliquer, mais s'expliquer, c'est s'excuser. Et moi, je prends toujours cet exemple-là qui avait été frappant, même si ça n'avait pas forcément porté chance à Sarkozy.
En 2016, il y avait Pujadas, lors de la primaire de la droite molle, il lui avait demandé si les accusations du financement de sa campagne en 2007 par Kadhafi étaient fondées. Il a répondu et fait taire à tout jamais tous les journalistes en une phrase. Mais par contre, Monsieur Pujadas, ici, on est sur le service public. Vous voyez, et le débat était clos. En une phrase, il a cloué le bec à Pujadas, qui pourtant était dans son bon droit. A contrario, François Fillon, pour un truc 10 fois moins grave, même si c'est vrai que c'est honteux de la part d'un présidentiable, lui, concernant l'affaire Pénélope et les costards gratuits, a passé les 4 mois successifs à s'excuser de plateau en plateau et a perdu son mordant. Ce que je veux dire par là, c'est que la dédiabolisation, ça ne marche pas, hein, puisque c'est le diable, votre ennemi à la base. Et ensuite, s'expliquer, c'est s'excuser, vous perdez toute agressivité. Et je ne sais pas, pour conclure, si cette phrase, on la prête souvent à Staline, je ne sais pas s'il est vraiment de lui, mais en tout cas, c'était cette époque-là. Les bolcheviks disaient, si quelqu'un vous attaque, traitez-le de fasciste. Le temps qu'il passera à s'en excuser, à s'en défendre, ce sera autant de temps qu'il ne pourra pas passer à argumenter contre vous. Et je pense que là, 100 ans après, c'est malheureusement toujours d'actualité. Les bolcheviks nous font fermer notre gueule. En tout cas, pas à nous au Parti de la France, mais à ceux qui sont le plus célèbres pour essayer de représenter nos idées. Merci beaucoup Frédéric Cavalli pour votre intervention. Sujet suivant maintenant, je précise qu'on va assez peu parler de Donald Trump simplement parce qu'on a consacré une émission sur Donald Trump la semaine dernière, surtout concernant l'attaque qu'il a eue. Notamment, vous pourrez retrouver Arnaud Mille qui est aux États-Unis et qui est très très calé sur le sujet, qui explique pourquoi c'est totalement impossible que ce soit un plan qui a été organisé par Trump lui-même et qui répond globalement à toutes les questions qui entourent cette affaire. Par contre, on va parler d'Harris. Harris, sa concurrente maintenant, puisque Joe Biden a annoncé depuis la semaine dernière son retrait à la candidature pour les présidentielles qui vont arriver dans quelques mois. Je crois que les élections, c'est début novembre. Ça doit être le premier mardi. Par conséquent, c'est Harris qui va remplacer ou qui remplace, j'ai un petit doute si c'est validé ou pas, mais qui semble en tout cas bien parti pour Joe Biden, et qui est une femme relativement métissée, et qui ne convainc pas du tout la gauche, de ce que j'ai compris, et qui n'a pas l'air d'avoir les épaules de faire le poids face à Donald Trump. Est-ce que pour vous, Maxime Morlon, c'est une bonne chose que ce soit elle plutôt que Joe Biden contre Trump pour notre victoire? Alors déjà, il faut rester calme. Harris, elle n'a encore pas été désignée par le camp démocrate comme la candidate qui allait se présenter face à Donald Trump. Moi, je pense que dans le camp démocrate, qu'il va y avoir justement une bataille. Il y a quand même des bruits de couloir qui disent que Michelle Obama irait aussi également, enfin voudrait y aller. Voilà, on a entendu aussi parler d'un probable retour de Hillary Clinton, voilà, hein, qui serait prêt à sortir de sa retraite politique, entre guillemets, pour y retourner afin de sauver les meubles, notamment de l'État profond américain, hein, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas grand monde, hormis les 3 personnes que je viens de citer dans le camp démocrate, à mettre. Alors après, concernant Donald Trump et le candidat ou la candidate qu'on va lui mettre, je pense que ça va pas changer grand-chose. Parce que depuis son attaque, et même déjà avant, notamment avec toutes les persécutions judiciaires qu'il avait subies, il était déjà très haut dans les sondages. Voilà, et là, je ne suis pas étonné qu'ils aient essayé, enfin, en tout cas, moi je penche plutôt de ce côté-là, enfin qu'ils aient essayé de le liquider. Parce que déjà, ça va être compliqué de refrauder une seconde fois les élections, hein, et s'ils le font, c'est pas sûr que ça passe du tout. Voilà, et puis clairement, ce qui s'est passé là, sa tentative d'assassinat, bon, on nous a fait croire que c'était un jeune entre guillemets «paumé», qui avait tenté de le tuer à 140 mètres de là où il était. Mais bon, vous m'excuserez, mais moi, j'ai déjà discuté avec des gens qui font de la sécurité, hein, et notamment, qui font de la sécurité de hautes personnalités comme ça, et je peux vous dire que 300-400 mètres à la ronde, tout est inspecté, tout est verrouillé, et donc là, il est évident, en tout cas, c'est une évidence aujourd'hui qui est claire, aux yeux de tous les spécialistes,
qu'il y a eu un laisser-aller concernant ce jeune qui était sur le toit et qui a tiré une balle, enfin qui a tiré plusieurs munitions vers la direction de Donald Trump dans ce meeting. D'ailleurs, la directrice du Secret Service a démissionné hier. Donc c'est pas un hasard et clairement, on voit bien, le fait qu'il se relève notamment, jamais il doit se relever. Normalement, après une chose pareille, il doit être aussitôt, mis par terre et exfiltré dans sa voiture blindée. Là, il peut se relever, il lève le poing en l'air. Alors certes, ça fait une très belle photo, hein, une photo qui va marquer l'histoire, hein, l'histoire des États-Unis et des présidents américains. Voilà mais là, il faut comprendre quand même que, je pense qu'on a été au bord de la guerre civile aux États-Unis. Si Trump avait été assassiné, si Trump était mort à cette heure-ci, je pense que dans les États du Sud, ça aurait très, très vite chauffé. Voilà, hein, surtout quand on connaît le nombre d'armes, qu'il y a en circulation aux États-Unis. Voilà, qui est sans commune mesure avec, tous les autres pays dans le monde. Donc, à partir de là, moi j'ai envie de dire que Trump, qu'on lui mette une chèvre, Kamala Harris, qui est une ancienne prostituée, soit dit en passant, et puis de toute façon, qui ne fait pas l'unanimité dans le camp démocrate, c'est normal parce qu'elle est nulle, tout simplement. Hein. Même dans son propre camp, c'est reconnu et c'est acté qu'elle est nulle. Voilà, il l'avait mis comme vice-président de Biden, mais de toute façon, tout le monde sait très bien que Biden n'a jamais été le président, enfin le véritable président des États-Unis de ces 4 dernières années et que derrière, c'était justement les gens qui l'ont installé et qui gouvernaient. Donc à partir de là, oui, ils vont tenter un coup de poker, mais je pense que c'est fini pour nos amis démocrates aux États-Unis et que justement, pour moi, l'élection elle est pliée en faveur de Trump, à moins que je pense que la dernière carte qui pourrait leur rester, c'est d'essayer de déclencher une guerre avec la Russie ou la Chine. Voilà, peut-être enclencher le conflit à Taïwan, justement pour justifier des lois d'exception et le report des élections. Voilà, je ne vois que ça. Merci beaucoup pour votre réponse. Ah, je vois que Thomas Petit a allumé son microphone. Bah écoutez, Oui. Thomas Petit, allez-y. Tout à fait, je voulais juste revenir sur ce que Maxime disait. Le jeune en question qui a tiré sur Donald Trump, si je ne m'abuse, a été vu en fait sur des clips vidéo de la société BlackRock, si je ne dis pas de bêtises. Vous pourrez peut-être le confirmer. Mais bon, c'est quand même Tout assez à fait, étonnant. tout à fait. Voilà, donc bon, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc c'est quand même assez étonnant comme hasard, hein, et en plus de ça, pour moi, cette tentative d'assassinat, finalement, va se trouver être une aubaine pour Trump parce que ça va ne faire que le renforcer dans les sondages, dans les médias et c'est très bien. Malheureusement pour les démocrates, ça n'a pas fonctionné, heu, mais au final, ça va pas nous porter préjudice, au contraire. Merci beaucoup, tout à fait. Oui, dire c'est inquiétant quelque part. Enfin, c'est inquiétant. C'est à cause du retrait de Biden, peut-être. Mais à peine 4 mois avant les élections, on ne sait pas finalement qui va se présenter face à Donald Trump. Moi, je rajouterais, Alex, Allez-y, Maxime. sur ce sujet, moi, je pense que le retrait de Biden fait suite justement à la tentative avortée sur Donald Trump. Je pense que s'ils avaient réussi leur coup sur Trump, actuellement, je pense que Biden serait toujours en place et qu'il aurait été en place jusqu'à l'élection. Alors peut-être qu'ils auraient essayé de le sortir du jeu, peut-être courant septembre, voilà, parce qu'il y avait je crois il me semble qu'il y a un congrès des démocrates début septembre. Alors peut-être qu'il l'aurait sorti là en prétextant justement son âge avancé, sa sénilité. Et là, je pense qu'ils auraient ils auraient essayé de peut-être chercher à mettre Michelle Obama ou Hillary Clinton. Mais pour moi, clairement, le choix de Kamala Harris, là, ça apparaît vraiment le choix par défaut. Qui est fait dans la précipitation. On le voit clairement. Et puis, pareil, pour en revenir à Trump, il en sort largement grandi de cette affaire-là, entre les photos qui vont aussi dans l'histoire, mais aussi, comme on essaye d'assassiner une personnalité politique, tout de suite, ça la rend plutôt très sympathique aux yeux de beaucoup de personnes. Parce que là, les gens, ils switchent dans leur tête, hein, pardonnez-moi cette expression, mais c'est ça. Et ils se disent, bah, si ce gars-là, on veut le descendre, c'est que peut-être il n'est pas si mauvais que ça.
c'est que peut-être il veut peut-être changer beaucoup de choses. Et ça, Arnaud nous en a très souvent parlé dans les forums qu'on faisait avec lui sur les États-Unis. Les Américains ont envie de changement. Voilà, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui vont pas. La situation économique est quand même très très tendue. Le dollar est en perte d'influence sur l'échiquier mondial. L'influence aussi diplomatique des États-Unis est sérieusement mise à mal par la Chine et les BRICS. Donc les États-Unis, justement, vont essayer de se refaire. Et si les États-Unis veulent se refaire, la meilleure personne à mettre à la Maison-Blanche, c'est clairement Donald Trump. Hein. C'est pas Joe Biden ou Hillary Clinton qui sont clairement complètement corrompus, qui se sont fourvoyés à plusieurs reprises dans des sombres affaires de détournement d'argent, même une histoire d'uranium avec la Russie également, dont on avait essayé aussi de mouiller Trump dedans, alors que c'est exactement c'est la mère Clinton qui est mouillée jusqu'au cou là-dedans via la fondation Clinton. Voilà, enfin, nos auditeurs font leurs recherches, mais voilà, c'est aujourd'hui les Américains aiment Donald Trump, ils ont aimé les 4 ans qu'il a passé à la Maison Blanche. Et ils veulent remettre Donald Trump. Bon, sauf que la dernière fois, on leur a clairement volé cette opportunité-là. Mais je pense que c'est que partie remise. Actuellement, les démocrates, enfin surtout, c'est l'État profond, l'État profond mondialiste, cherche à bas ses dernières cartes. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, bon, ça peut être la guerre. Ils ont essayé de tuer Trump. Ça s'est joué à 1 centième de seconde, clairement, parce que s'il n'avait pas tourné la tête, ça, je pense qu'il se serait pris une balle qui aurait pu être mortelle. Bon, après, le calibre qui a été utilisé aussi, pour rentrer un petit peu dans la technique, le calibre qui a été utilisé du 223 Remington, moi, je peux vous dire qu'il fait du tir longue distance. C'est pas le meilleur calibre qui existe, notamment pour tirer à ces distances-là, parce que c'est des balles assez légères qui sont sensibles au vent. Voilà, moi je peux vous dire que si j'avais dû faire un travail pareil, j'aurais préféré plutôt du 338 ou du 308 Winchester avec une balle en 70 ou 80 grains, quoi, une balle beaucoup plus lourde, quoi. Voilà, donc c'est-à-dire beaucoup plus stable pour pouvoir faire ce travail, quoi. Voilà, donc bon, ça prouve quand même, bon, que certes, comme a dit Thomas, ce jeune était apparu dans une vidéo, dans un clip de Black Rock. Bon, certes, moi je ne crois pas au hasard. C'est comme pour le 11 septembre, c'est la même chose. Que maintenant, quand on met Bon, tout je bout à reprends la bout, parole, voilà, chers amis, ouais, parce que voilà. tout ça, on a bien développé la semaine Mais, dernière, donc ça risque de mais faire une Alex, redite. laisse-moi finir, c'est très important. Voilà, Ah, quoi, une précédente. voilà, il faut comprendre que ça va être très chaud jusqu'en novembre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça va être très chaud jusqu'en novembre. Ils vont tout essayer. On sent clairement que Trump dérange et qu'en face, ils n'ont plus grand-chose comme argument. Merci beaucoup, Maxime, et je laisse maintenant la parole à Thomas Joliet. Je sens qu'il a envie de parler également. Oui, comme vous le disiez, Alexandre, on va pas refaire l'émission de la dernière fois, sinon les auditeurs vont dire on radote. Mais bon, c'est vrai qu'il était important de développer, mais peut-être pas à ce point. Ce que je voulais juste dire, c'est quand même qu'ils sont passés du plan d'essayer de refaire élire la momie Biden, et ils se sont aperçus trop tard, en fait, que ce n'était plus possible. C'est-à-dire que ils n'étaient pas si coincés que ça. C'est-à-dire que là, ils ont mis la pression sur Biden pour qu'il abandonne, puisque Biden, quelques jours avant, avait dit mais non, il n'est pas question, je continue. Et là, ils ont dû mettre la pression qu'il fallait parce qu'on voyait bien qu'il était dans un état et qu'il nous aurait fait une Bouteflika ou une Ariel Sharon pendant son mandat s'il avait eu par miracle, il avait été réélu. Et ils voyaient bien que de toute façon, la population et que même les démocrates étaient complètement affligés par ces prestations, alors que ça faisait déjà presque 1 an ou 2 que ça continuait. Donc là, on est passé que le camp du bien, en l'espace de, je dirais presque quelques jours, disait que Biden, en gros, était en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, que c'était le meilleur candidat, que Biden n'était plus en mesure, en capacité. Donc ça veut dire qu'en plus, ils ont menti. Alors moi, j'ai cru qu'ils allaient le faire crever avec le Covid. Quand ils ont dit qu'il avait le Covid, je fais oh putain, ils vont le faire mourir dans les 3-4 jours. Parce que je pense que quand les médecins de la Maison-Blanche, les Mengele de la Maison-Blanche, qui doivent, à mon avis, surdoper, surcharger Biden avant chaque apparition, avant chaque télévision, chaque interview, et on voit même que ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas, je dis là, ils vont carrément arrêter le traitement et ça va être une véritable loque, une véritable épave. Donc je pensais qu'ils allaient le faire mourir peut-être avec le Covid, parce qu'ils se sont dit, tiens, si on n'a pas eu Trump, on peut peut-être avoir Biden pour avoir une chance de gagner. Mais le problème, c'est que ça arrive trop tard. C'est qu'une élection
comme une élection américaine. C'est un véritable marathon. Ça se prépare à l'avance, surtout d'un point de vue financier. Donc, c'est beau faire croire que là, il y a des dons exceptionnels en si peu de temps pour la campagne. Parce que oui, beaucoup de donateurs avaient mis de côté, avaient attendu en disant, nous, on veut bien payer pour la campagne démocrate, mais c'est pas possible. Vous ne voyez pas voilà, ce mort-vivant complètement sénile et qui ridiculise le camp démocrate à chacune de ses apparitions. Donc voilà, c'était certain qu'il allait perdre Biden, puisque même son propre camp ne le soutenait pas. Mais là, ils s'y prennent un peu tard. Là, la levée de fonds va être compliquée, la campagne va être compliquée, et sachant, comme l'expliquait Maxime Borlon, que ce n'est pas encore du tout certain que Kamala Harris va être candidate. C'est quelqu'un qui n'est pas apprécié dans son propre camp. C'est quelqu'un qui a pas mal d'ennemis, et puis ça aiguise les appétits. Il y en a qui se disent pourquoi ce serait elle et pas moi? C'est pas parce qu'elle est vice-présidente que c'est pas parce que l'autre vieux fou de Biden l'a désignée comme ça, celle qui allait être candidate, qu'elle va être désignée candidate. Donc, à mon avis, c'est trop tard pour le camp démocrate. De toute façon, en plus, Biden a fait beaucoup de mal pendant 4 ans. Et je pense, et je l'espère, et je souhaite la victoire de Donald Trump. Je pense que quelques candidats que ce soit qui nous sortent du chapeau, que ce soit Kamala Harris ou quelqu'un d'autre, il est trop tard et que Donald Trump va l'emporter. En tout cas, je l'espère pour l'Amérique et pour l'ensemble de la paix mondiale. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre réponse. Et mon sixième sens s'allume. Et effectivement, Bruno Héroux, je crois que vous voulez prendre la parole aussi. Oui, je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est clair qu'entre Trump d'un côté et les réticences démocrates de l'autre, elle est prise en sandwich, Harris. Et moi, je trouve que c'est déloyal de changer un candidat parce que on se rend compte que finalement, il n'a aucune chance de gagner. Et comme l'a très bien dit Trump ou son entourage aujourd'hui, si le prochain sondage met Kamala Harris 10 ou 15 points derrière lui, est-ce qu'ils rechangeront de candidat? C'est complètement déloyal, antidémocratique pour des gens qui n'ont que le mot démocratie à la bouche. Et ça prouve effectivement, comme l'ont dit tous les camarades qu'on parlait jusque maintenant, que le camp de la tolérance est aux abois face au projet 2025 de Trump dont veulent vraiment les Américains. Merci beaucoup Bruno pour votre intervention également. Et je vais laisser la parole à Frédéric Avali. Oui, juste, alors c'est pas pour faire le rabat-joie de service, mais Kamala Harris, même si de ce que j'ai entendu dire d'elle, je suis pas spécialiste de la politique américaine comme notre ami Maxime Morland, mais de ce que j'ai cru entendre, il valait mieux l'avoir dans le camp d'en face que dans son propre camp. Une fois, j'ai même entendu un consultant là sur LCI, pour ne pas la citer, qui disait que en fait, il suffisait à Kamala Harris d'être soi-même pour que sa campagne se passe bien. Alors, être soi-même quand on n'est rien, ce n'est pas rien. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on va quand même avoir à la place d'un pauvre gars complètement sénile qui pouvait pas faire 2 pas sans risquer de se casser la gueule ou faire une phrase sans le risque de faire 2 gaffes pour le prix d'une. En fait, à la place de ce gars-là, on va avoir une jeune femme qui a l'air dynamique, et, voire même en apparence sympathique. Donc je me dis, attention quand même, on n'y gagne peut-être pas au change. Et concernant Donald Trump, alors moi de toute façon, j'espère de tout cœur qu'il va triompher rien que pour voir la gueule des gauchistes en France. Maintenant, j'attendrai un petit peu plus de la part de son hypothétique second mandat que du premier, où j'étais quand même resté un petit peu sur ma faim. Celui de 2016-2020 m'avait quand même fait penser un petit peu plus à Sarkozy ou au mieux Mélanie qu'à Thomas Joly ou Jean-Marie Le Pen. Preuve en est que si ça avait été il avait été aussi implacable qu'il l'avait dit lors de la campagne présidentielle. Un truc abominable comme Black Lives Matter aurait été immédiatement tué dans l'œuf. Donc j'espère qu'il il saura comment contourner l'état profond, qu'il avait quand même mis énormément de bâtons dans les roues. Je veux y croire. Prisca Thévenot, après tout, qui s'est juste fait tirer par le bras par une racaille, a fait 70% après qu'on en ait parlé tout le week-end. J'ose espérer que l'effet Thévenot avec quelqu'un qui a été frôlé par une balle à 2 cm de la tête,
eh bien, il pourra aussi bénéficier un petit peu de l'effet Thévenot et être réélu. Mais voilà, j'espère que pour je pense, hein, raisonnablement dernière mandature, Donald Trump saura vraiment nous faire plaisir. Merci beaucoup, Frédéric Cavalli. Et oui, 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 moi je suis persuadé que nous ne serons pas déçus par Donald Trump. D'ailleurs, nous faisons partie des personnes qui ont toujours soutenu Donald Trump, qui avons toujours soutenu Donald Trump, y compris en 2016. Et je crois même que Nicolas Nups, excusez-moi, a été un des premiers à avoir ouvert une page sur les réseaux sociaux pour soutenir Donald Trump en France. Continuons avec un sujet qui n'est pas du tout léger. Vous savez que demain, il y aura l'inauguration des Jeux Olympiques et samedi, il y aura les premières épreuves médaillées officielles des Jeux Olympiques. Et donc, forcément, c'est un sujet sur lequel on va beaucoup parler. On va parler notamment de comment ont été reçus les athlètes. On va parler du nombre de places manquantes parce que oui, toutes les places n'ont pas été vendues. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il en reste 600 000 invendus. Donc, jetez-vous dessus, c'est le moment. Non, n'y allez pas, faites ce que vous voulez. Mais effectivement, 600 000 places invendues, ce n'est pas anodin. On a vu Céline Dion également qui est venue contre un cachet de 2 millions pour rattraper la cérémonie qui est une catastrophe, parce que je pense quand même que Céline Dion est une meilleure artiste que Aya Nakamura ou que Ariel Dombal. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Donc celui qui veut parler des JO, qui y aille. Frédéric Cavalli, c'est vrai que vous êtes sur place, hein, quelque part, j'ai envie de dire, vous habitez dans la ville qui recevra les JO, donc félicitations, d'une part. C'est pas trop dur la vie parisienne actuellement. J'ai vu quand même que le ticket de métro est passé à 4 euros et qu'il y a énormément de restrictions autres. Comment c'est la vie d'un Parisien pendant la préparation des Jeux Olympiques? Oui, alors Alexandre, c'est sûr qu'on en parle depuis très longtemps ensemble, lorsque nous avons le plaisir de nous réunir entre nous. Et si ma mémoire bionique est infaillible, c'était mi-février que vous aviez eu la gentillesse, comme souvent, de m'inviter à une émission JO ou Jumanji. Voilà, donc 5 mois après, on y est. Et bah, écoutez, Alexandre, ça dépasse. De toute façon, c'était un désastre annoncé. Hein, on en a vu un avant-goût avec la finale de l'Euro 2022 où, pour la première fois depuis 37 ans, une finale avait été repoussée d'une demi-heure. Hier, on discutait entre nous, enfin avec Thomas, notre camarade sportif, Maxime Leroy, d'un match Argentine-Maroc. Je sais que vous n'êtes pas footeux, Alexandre, mais vous avez peut-être dû en entendre parler, où il y a eu une invasion de terrain de la part des supporters marocains qui, évidemment, sont tous des Français de papier, hein, qui ont envahi la pelouse parce que les Argentins venaient de marquer un but contre leur équipe chérie, non sans avoir copieusement d'ailleurs sifflé l'hymne argentin, que n'auraient pas dit les hommes politiques organisateurs de ces JO si ça avait été les Argentins qui avaient sifflé les Marocains. Il y a eu ensuite donc une invasion de stade avec, C'était un pas envahissement suite de à un terrain. but, j'ai cru lire un but suite à la 15e minute après le temps additionnel ou quelque chose. J'ai vu ça sur BFM TV. Oh oui, alors deux choses. Première chose, effectivement, oui, si c'était arrivé à l'équipe que je supporte après 15 minutes d'arrêt de jeu, j'aurais été quand même passablement énervé. Après, il paraît que les Marocains, au moindre contact, tombaient comme des mouches. Je vais pas dire des mouches à quoi, tombaient comme des mouches et se roulaient par terre pendant plusieurs secondes. Donc forcément, quand on passe son temps à se rouler par terre, ça rajoute des minutes du temps additionnel. Mais oui, effectivement, ça peut choquer. Cela dit, je n'ai jamais vu aucune scène similaire dans aucun tournoi ou compétition européenne, un des pays civilisés, à part ce que j'ai vu hier. Par-dessus le marché, il y a les joueurs argentins qui se sont fait dépouiller de tous leurs bijoux dans leur vestiaire. Il y en avait à peu près pour 50 000 euros. Rappelons que le football, malheureusement, hein, est représenté par des sportifs qui sont des moins de 23 ans. Donc, généralement, ils n'ont pas forcément les mêmes salaires que les joueurs de plus de 23 ans, c'est-à-dire les superstars confirmés. Sinon, là, le butin aurait été plus peut-être de 50 millions que de 50 000 euros. Enfin, c'est quand même la honte. On va être la risée du monde pendant plusieurs semaines et puis ça va certainement durer au-delà. Et alors, si vous avez bien regardé, je ne sais pas si vous avez vu les scènes, mais les stewards, hein, qui sont affectés à la sécurité du stade sont aussi utiles qu'un slip dans un film X, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Paris qui est encerclé, qui est cerné par des forces de l'ordre qui préféreraient certainement faire des choses un peu plus valorisantes, hein, donc les Parisiens ne peuvent plus circuler.
y compris notre camarade Ludovic Lefebvre, qui a d'ailleurs été interviewé par hasard par une chaîne info. Et finalement, les gens vivent dans une ville, c'est un véritable bunker. Moi-même, vous me demandiez, Alexandre, je ne sors quasiment plus, hein, juste pour amener mon fils au parc ou acheter un pack d'eau. Voilà, on vit terré chez nous. Et finalement, donc l'honnête Parisien, même si je sais que voilà, les gens de chez nous ont de moins en moins d'empathie pour le Parisien moyen, puisque il est de plus en plus gauchisé. Mais le Parisien et les Parisiens et les pauvres touristes qui ne peuvent même plus accéder à des sites comme la Tour Eiffel, Notre-Dame, ils se plaignent à longueur de journée auprès de mon épouse qui travaille dans l'hôtellerie, donc qui voit à quel point les touristes eux-mêmes fuient en annulant plein de réservations qu'ils avaient faites plusieurs mois à l'avance. Eh bien, tous ces gens-là sont victimes de répression policière ou du moins de dissuasion policière. Et parallèlement, des racailles peuvent finalement entrer sur un terrain de compétition olympique, hein, puisque de toute façon, les fameux stadiers sont des gens qui sont incapables de courir 20 mètres sans faire un AVC. Donc, en gros, vous voyez que finalement, qu'est-ce que c'est la sécurité? C'est empêcher le bon déroulement, permettre le bon déroulement d'une compétition. Eh ben non, les racailles sont sur les terrains pendant que les sportifs de haut niveau jouent, et les policiers, sur ordre évidemment, hein, d'Hidalgo, du préfet, de Darmanin, de qui vous voulez, eux sont là pour emmerder les honnêtes citoyens parisiens et les braves touristes qui viennent mettre de l'argent dans les caisses de notre État. Donc c'est rien que ça, c'est le monde à l'envers. Et pour ne pas monopoliser la parole, juste une chose que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vraiment mon dilemme en tant que patriote français. En fait, je ne sais pas si j'ose espérer que ça va être du début à la fin une sorte de vidéo gag où on va être ridiculisé par le monde entier, on va se foutre de la gueule d'Hidalgo et de Macron et du gouvernement français, même s'il n'y en a plus, et tiré par le fait que voilà, je suis un patriote français, la grandeur de la France dans le monde, ça m'évoque beaucoup de choses. Voir la France comme ça tourner en ridicule, ça m'embête aussi beaucoup. Donc, quelque part, je suis tiraillé entre les deux, mais ça fait plusieurs années que ça dure. Et en parlant de plusieurs années que ça dure, on n'arrête pas maintenant, c'est à la mode sur les chaînes info de filmer la grogne des gens qui rouspètent, mais il fallait peut-être qu'ils se réveillent avant. Et ça fait, je pense, 6 ans, si c'est pas 8 ans, qu'on sait que les Jeux Olympiques vont se dérouler à Paris, et peut-être que tous les mécontents auraient dû se réveiller avant, même si de toute façon, on l'a vu pour le mariage homosexuel, même quand les honnêtes gens se révoltent en masse, de toute façon, ça n'a aucune conséquence dans les décisions de l'exécutif. Oui, absolument. Merci beaucoup Frédéric Cavalli pour cet éclaircissement sur qu'est-ce qu'être un Parisien pendant les Jeux Olympiques. Thomas Joly, je sens que vous voulez vous exprimer sur les JO. Thomas Joly avec un seul L. Thomas Joly, nous vous écoutons. Oui, alors je voudrais préciser, là on parlait de 600 000 places non vendues, c'est pas le bon chiffre. C'est 3 millions de places. Après, le lendemain, ils ont corrigé en disant merde, on ne doit pas dire 3 millions, c'était passé à 1 200 000. Et là, comme par hasard, des centaines de milliers de places auraient été vendues hier ou avant-hier. Bon, c'est complètement faux. C'est-à-dire que les places, si elles doivent être données. J'imagine bien qu'elles sont pas données à des petits jeunes de l'Ardèche ou de Corrèze, mais qui doivent être données sûrement aux locaux, alors que c'était déjà prévu qu'on en donne beaucoup aux racailles de Seine-Saint-Denis. Enfin bon, bref. Ou alors il y aura personne. Pour l'instant, on avait quand même vu des stades vides, comme pour les matchs de football féminin qui ont commencé. Les stades étaient complètement vides. Bon, il faut savoir que ça n'a pas du tout le succès populaire qu'on nous avait dit. Alors, il y a vraiment la radio soviétique, Pravda, France Info, qui vous explique que tous les jours, j'écoutais encore aujourd'hui, qu'en fait, c'est une réussite totale, que les gens ont beaucoup de mal à trouver un logement, une location, un hôtel, ce genre de choses, alors qu'on sait que c'est faux.
C'est-à-dire que quelques jours avant, une chaîne qu'on ne peut pas suspecter d'extrême droite, BFM TV, expliquait que c'était une catastrophe totale pour les restaurateurs, pour les hôtels, qui au niveau réservation, c'était pire, c'était moins bien que l'année dernière, alors qu'il n'y avait pas de JO à Paris. Vous imaginez que c'était moins bien qu'en juillet 2023. Donc, on arrive quand même. Et donc là, vous avez toujours France Info qui se dit, bon, nous, on continue de dire que c'est un succès total. Donc, quoi qu'il arrive, par exemple, même si demain, il y a un attentat avec 2000 morts, ils diront que tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, on est vraiment là dans la chaîne africaine d'État où, pendant que les opposants sont en train de marcher sur la ville, on dit que tout va bien et que la grande victoire de notre président face à l'ennemi. Bon bref, je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà un fiasco. C'est-à-dire qu'en fait, avec toutes les restrictions, avec l'insécurité grandissante qu'il y a sur Paris et qui a été mis en lumière par la plupart des ambassades, c'est-à-dire qu'on leur a dit attention, n'allez pas pendant les JO à Paris. Avec toutes les restrictions, avec les annonces comme quoi ça allait être très cher. C'est-à-dire que les hôtels, vous n'aurez pas de place, vous n'aurez pas de location. Les Parisiens, par contre, vous allez faire des couilles en or. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a que dalle. Il y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de touristes. C'est assez désertique. Alors évidemment, demain, il y en aura, vous allez voir lors de la cérémonie d'ouverture. Mais qu'en fait, ça a fait fuir complètement les gens. Cette organisation chaotique, cette ville qui ne fait plus rêver, ces annonces comme quoi ça allait être noir de monde et que de toute façon, oulala, ça va être complet, vous n'aurez pas de place, vous allez payer très cher, en fait, en disant ça va être un tel succès qu'en gros, c'est pas du tout un succès. Alors, il y avait un reportage où ils expliquaient que des touristes étaient assez déçus, c'était des Allemands, donc ils avaient tout, ils avaient le QR code, ils avaient leur logement, et ils étaient déçus parce qu'en fait, ils voyaient personne, ils croyaient que c'était sur le tournage d'un film, et qu'en fait, le journaliste donc expliquait ce qu'il faisait, il s'était baladé donc le long de la Seine, le long des commerces, et les seules personnes qui étaient dans les restaurants et les cafés, c'était les policiers et les militaires. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur pause déjeuner là, mais il n'y avait pas de touristes, ils n'en croisaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait fuir les touristes. Donc, il va y avoir les images de cérémonie d'ouverture. Il y aura évidemment quelques stades pleins quand il y aura les grandes épreuves. Mais sinon, à côté de ça, ça va être un bid touristique monumental. Et là, les hôteliers et les restaurateurs en sont malades. C'est-à-dire qu'on leur a promis monts et merveilles et ils s'aperçoivent qu'ils ont un taux de remplissage qui est moindre qu'en juillet de l'année dernière. Donc, ne vous inquiétez pas, ils commencent déjà à réclamer des subventions pour le manque à gagner. Hein. Vous savez, dans un pays de communistes comme on est, la France soi-disant ultra-libérale, eh bien, dès que les restaurateurs ont un manque à gagner, on demande à l'État de cracher au bassinet avec l'argent du contribuable. Donc voilà, tout ça pour dire que le fiasco est déjà là, mais que vous pouvez compter sur la presse d'État pour vous le camoufler, pour vous faire croire que, mais non, c'est formidable, jamais les JO n'ont engendré autant d'élan populaire, autant de prospérité pour le pays qui l'organise, alors que c'est complètement faux. Et je pense que on s'apercevra, parce que souvent le bilan des Jeux Olympiques est fait même pas quelques mois, c'est peut-être un an ou deux après. Et là, c'est là qu'on voit la catastrophe économique que sont chaque Jeux Olympiques pour la ville et le pays qui l'organise. Ça fait tout de même des décennies que des JO n'ont pas été rentables. Je crois en particulier depuis les JO d'Atlanta. Alors je ne sais plus quand ils étaient les JO d'Atlanta, mais bon, voilà, c'était un gouffre économique comme le sont chaque JO. C'est pour ça que de moins en moins de pays ne veulent les organiser. Et on trouve plus de pays qui veulent organiser les JO parce que c'est un gouffre économique et qu'en fait ça ne plaît pas tant que ça aux gens. Mais bon, d'un autre côté, on dit. Enfin, moi, c'est ce que je dis régulièrement, on n'en a rien à branler des JO. C'est vrai qu'on voit les Français s'en foutent quand même considérablement, mais sachez qu'il y a pire que les JO. Il y a les Jeux paralympiques. Ils vont vous faire chier de la même façon avec les Jeux paralympiques juste après les JO, avec les mêmes contraintes à Paris. Donc là, ça va être un fiasco. Je pense que là, au mois d'août, avec les Jeux paralympiques à Paris qui vont faire chier au niveau des restrictions comme ça, comme les JO, là, ça va être le pompon, c'est-à-dire que Paris va être complètement désert. Alors, c'est peut-être bien pour les gens qui n'ont pas besoin de se déplacer sur Paris, et là, ça va être véritablement le pompon touristique, ça va être les Jeux paralympiques. Ah oui, effectivement, les Jeux paralympiques, j'ai hâte de voir ça également. Ça, Bruno Hirou, vous voulez parler sur les Jeux paralympiques? Allez-y. Ah oui, non, juste une petite remarque, mais je pensais qu'ils avaient commencé puisque j'ai vu un match de foot féminin. Excusez-moi, je parlais dans le vent, mon micro n'était pas allumé.
Ça peut m'arriver. Maxime Morlon, vous voulez prendre la parole? Alexandre Linger nous disait tout le bien qu'il pensait du football féminin, je pense. Ah ouais, non, mais déjà que le foot, voilà. Alors, féminin, je regarderai certainement pas. Alors, bon, écoute, je vais te donner mon avis sur les JO. Franchement, j'en ai rien à carrer de ces JO. Ça fait des années qu'on nous parle de ça, on nous a balbutié ça, on nous a fait même du bourrage de crâne sur ces JO depuis maintenant plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Et je vois que dans mon entourage, tout le monde s'en branle également. Et même des gens qui sont largement moins politisés que nous. Donc, c'est dire que le détachement qu'il y a, hein, tout le monde sait très bien que ça va être un gouffre financier, que c'est le contribuable français qui va payer la note, comme d'habitude, hein. Et là, je me réjouis, mais franchement, je me réjouis de voir les restaurateurs, les hôteliers sur Paris qui ont appliqué bien sagement le pass sanitaire pendant le Covid, hein, tous ces petits collabos là, qui vous refusaient de vous servir un café parce que vous n'avez pas votre QR code, et ben eux, c'est très bien fait pour eux. Ils sont tombés dans ce système-là. À l'époque, s'ils avaient dit non, bah, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, hein. Et là, il suffit de regarder quelques photos, de voir Paris barricadé avec du grillage de chantier. Enfin, franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens qui ont imaginé cela, mais ça doit être bien le bordel dans leur tête, hein. Et je pense que leur place, elle est pas plutôt dans une préfecture de police ou dans un ministère, mais plutôt dans un asile de fous. Et donc, voilà, et ces JO, j'espère que ça sera un bide, voilà, et c'est tout ce qu'on mérite, voilà, et le peu de Français qui ont encore pas ouvert les yeux, et ben, j'espère qu'ils vont ouvrir les yeux après tout ça parce que, ça va être, ces JO vont être le reflet, mais l'exact reflet de l'état actuel de notre pays, que ça soit en termes de sécurité, en termes d'organisation, en termes de moyens, ça va être c'est déjà ça s'annonce déjà comme la déchéance à tous les niveaux. Voilà, donc j'espère que tout cela sera confirmé comme il faut. Là, demain, je pense que la cérémonie d'ouverture, ça va être la représentation de tout ce qu'on peut faire de plus dégénéré dans nos sociétés occidentales depuis maintenant plusieurs années, hein. Je pense qu'on va avoir le droit à tout. Alors, ils ont rappelé la vieille sorcière Céline Dion du Canada pour pouvoir essayer de relever le niveau, mais je pense qu'il y avait largement mieux. Parce que c'est sûr, oui, qu'Aya Kanamoa, à part aux jeunes de banlieue, il y a que, enfin, il y a qu'à eux que ça parle, j'ai envie de dire. Et là, on a eu le droit l'autre fois à la prestation lamentable de Ariel Dombal, hein, qui est la femme de Bernard-Henri Lévy, hein. Donc voilà, la femme du gars qui a l'habitude de se prendre des tartes à la crème bien où il faut. Donc c'est dire ce qui se passe dans la tête des gens qui ont organisé tout ça, quoi, qui sont complètement hors sol, qui sont complètement à l'opposé de ce que demandent les Français. Et à côté de ça, bah, bon, certes, on aime ou on n'aime pas, mais il y avait David Guetta qui disait, bon, alors que c'est quand même un des artistes qui est un artiste français qui se produit enfin, qui fait le plus de ventes et qui se produit le plus au monde. Et bah, lui, on l'a même pas appelé. Voilà. Alors bon, certes, faut aimer la musique électronique, faut aimer l'électro, mais je pense que ça aurait quand même plus parlé, ça aurait peut-être pu un peu plus rassembler les gens derrière tout ça. Bon, c'est un détail, mais c'est un détail parmi tant d'autres qui fait que de toute façon, que ces Jeux olympiques ce sont déjà un fiasco, comme disait Thomas tout à l'heure. Bah Merci oui, beaucoup. Allez-y, Yanis. oui, ouais, c'est vrai qu'effectivement, en suivant un peu tout ça, je fulmine à chaque fois, parce que à chaque fois, je me dis, quand je vois le niveau, mais j'aurais fait 1000 fois mieux, sans me lancer des fleurs, mais je pense que oui, on m'aurait mis haut commissaire ou commissaire général aux Jeux Olympiques. Ah là, je m'en serais donné à cœur joie. Il y a des tas de choses qu'on aurait pu faire. Que quand j'ai regardé les images d'archives des Jeux de 1924 à Paris, bon, bah, ça rendait vraiment une France fière d'elle, sûre d'elle, et qui en imposait au monde. Là, on fait venir, alors ce qui m'amuse, on fait venir des rappeurs, notamment américains, pour porter la flamme, donc notamment Snoop Dogg. Alors, je sais pas s'ils vont nous rendre l'appareil si jamais il y a les Jeux aux États-Unis. Je pense pas qu'ils prennent des rappeurs français. Je sais pas s'il y aura Joey Starr à Los Bifo et Angeles. Oli. Bon, ça m'étonnerait. Mais bon, enfin, tout, quand on voit la Boucheron qui sévit depuis des années, déconstruire absolument tout, enfin toute l'histoire de l'humanité, même depuis le Paléolithique, hein, c'est une histoire reconstruite complètement.
Les hommes, c'est pas bien, l'Europe, c'est pas bien. Enfin, rien n'est bien, sauf la faiblesse est érigée au rang de vertu suprême. Bon, du coup, on voit ce que ça va donner à peu près. Enfin, on voit, je ne sais pas si notre cerveau peut imaginer un truc aussi fou. On découvrira ça avec nos yeux ébahis. Mais bon, voilà, à chaque fois, je me dis, bon, il aurait fallu faire comme ça. C'est une catastrophe. J'avais plein de petites idées de grandes mises en scène pour ces jeux. Bon, c'est sûr, on m'a pas consulté, étonnamment. Je suis très surpris. Et même au niveau, au-delà vraiment de l'aspect cérémonie, tout ça, enfin, quand on voit la logistique, là j'ai vu la petite information amusante, mais en fait, bon, même pathétique. Donc, ils n'ont pas assez à la cantine du village olympique, ils n'ont pas assez à manger. Donc, ils sont en train de rationner les œufs. Bon, quand tu es un athlète voilà, qui attend la plus grande épreuve des fois de sa carrière, quand on voit notamment les joueurs de lutte, enfin, les champions de lutte gréco-romaine, ils vont être obligés de se rationner sur les œufs le matin. Bon, ça promet. Ils vont amener un petit peu de casse-croûte, qui pourront aller à côté dans les quelques restaurants accessibles, histoire de prendre un peu de protéines. Mais bon, je me dis, si vraiment demain il y a une guerre thermonucléaire, est-ce que c'est la même équipe qui gère? Parce que sinon, on est mal. Et justement, en parlant de l'hiver, parce que je rappelle qu'en 2030, nous accueillerons les Jeux Olympiques d'hiver, et par conséquent, Sandrine Rousseau, que nous apprécions tous, a réagi en disant qu'il n'y aura plus de neige en hiver à cause du réchauffement climatique. Et si Sandrine Rousseau nous écoute, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Moi, je. Ah bah, Ah, vas-y, à toi. est-ce qu'elle nous écoute? J'en suis pas tout à fait certain, mais ça, c'est en fait quand on est membre d'une secte, qu'on soit gourou ou disciple, c'est-à-dire qu'on est dans la négation de la réalité. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent, ils le désirent. Le réchauffement climatique, pour eux, c'est leur, on va dire, c'est leur gagne-pain, c'est leur raison d'être. Et donc voilà, ils vont sortir des trucs comme ça, mais un peu comme les mêmes conneries qu'on pouvait vous sortir pour ceux qui sont de ma génération, quand on vous a dit dans 20 ans, il y aura plus de pétrole. Voilà, enfin bon, j'ai 48 ans, me sortez ça quand j'avais 8 ans. Donc là, normalement, ça fait 20 ans qu'on ne devrait plus y avoir du tout de pétrole. On vous dit ça, on a dit, je crois que c'était dans les années 70-80 aussi, qu'on allait entrer, alors c'était là, à ce moment-là, ils n'étaient pas dans le délire du réchauffement climatique, dans une ère glaciaire. C'est-à-dire qu'on vous raconte absolument n'importe quoi. Et on se dit de toute façon, bon, on m'en tiendra pas rigueur, ce sera dans 20 ans, dans 30 ans, donc je peux faire des prévisions complètement débiles qui ne reposent sur rien, sur aucune vérité scientifique, un peu aussi comme fait la NASA ou d'autres organismes d'astronomie, c'est qu'on vous découvre, pour justifier leurs subventions, ils vont vous découvrir une planète, je sais plus qu'on appelle ça, exogène, c'est-à-dire qu'en fait, qui est similaire à la Terre, où il pourrait peut-être y avoir de la vie. On essaie de vous faire croire qu'il y a des extraterrestres tous les 3 ou 6 mois, ou qu'il y a une planète comme la Terre, qu'il y a des gens qu'on pourra peut-être explorer un jour, alors qu'elle c'est à des millions d'années-lumière, ou ce genre de choses. C'est invérifiable, on n'en sait rien, c'est sûrement faux, c'est absolument sûrement n'importe quoi, mais voilà, on va sortir ça, et puis de toute façon, personne viendra leur dire, elle est où votre planète, parce que personne pourra aller vérifier s'il y a la vie sur cette planète. Et ben là, c'est pareil dans un autre genre, c'est que voilà, c'est une sorte de prédiction apocalyptique, et qui de toute façon, quand on leur dira mais regardez, bien on vous dira oui mais attendez, il y a plus de la neige, il y en a encore en France en 2030, mais regardez au Guatemala, il y en a plus. Vous voyez que j'avais raison. C'est-à-dire que en fait le problème s'est déplacé parce que c'est mondial le dérèglement climatique. Vous comprenez? C'est pas juste la France. Sortez un peu de votre vision franco-française. Là-bas, faut regarder là-bas parce que vous êtes dans votre nationalisme, votre chauvinisme. Je vous jure qu'ils vous répondent ça quand vous dites mais vous racontez n'importe quoi. Vos prédictions ne se sont pas réalisées. Les prédictions du GIEC sont pas réalisées. Et oui, mais regardez, là ils avaient leur joker. Pendant un temps, c'était les Pyrénées-Orientales. La seul département français qui était encore en sécheresse. Eh bien, ils voulaient, là, ils sont emmerdés parce que la pluie est tombée là-bas et donc là, c'est de moins en moins en sécheresse. Donc là, du coup, ils vous parlent de sécheresse au Maroc, qui est ponctuelle, hein, ou alors qui a toujours été. On vous dit, mais regardez les températures qu'il y a au Maroc en ce moment, qui n'ont strictement, qui ne sont absolument rien d'exceptionnel. Et donc voilà, ce sont des gens, ils sont dans un tel délire sectaire que de toute façon, ils nieront la réalité. C'est-à-dire que si il neige tous les jours jusqu'en 2030, ils vous diront qu'en fait c'est dû à un dérèglement climatique parce que à l'autre bout du monde, en fait, il n'y a pas assez de neige, elle arrive là, mais que de toute façon, ça participe au dérèglement climatique et au réchauffement climatique mondial. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive au niveau du temps, si vous avez, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que quand vous avez un été
un hiver, un automne et un printemps, ça correspond pour eux au dérèglement climatique. C'est quoi qu'il arrive, quel que soit le temps, de toute façon, ce sera dû à l'activité humaine du salopard d'homme blanc. Voilà, attention, donc on soit bien d'accord, l'unique coupable est l'homme blanc de plus de 50 ans, hétéro. Donc là, on a le coupable. Le but, ce sera ça. C'est vraiment la secte qui désigne l'ennemi. Et quoi qu'il arrive, quel que soit, qu'il y ait 3 gouttes de pluie, qu'il y ait du soleil l'été ou ce genre de choses, eh bien là, on est dans l'homme blanc éternel coupable de ça. Bon, ces gens sont des dingues, on est bien d'accord, on va pas épiloguer là-dessus. Sandrine Rousseau est une dingue. Ce que je trouve incroyable, c'est que des gens, et des particuliers des jeunes, arrivent à croire à toutes ces conneries. Je sais pas, on dirait vraiment, alors, soit ils sont tous drogués, ou soit ils sont tous complètement débiles. Mais comment on peut croire à des conneries pareilles? Alors le souci, c'est que toutes ces théories débiles sont soutenues par l'éducation nationale, par l'ensemble des médias, et que même des députés veulent condamner pénalement le négationnisme climatique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, même avec des points de vue scientifiques, ils ne veulent absolument plus que ce soit contesté. Et je crois que même des chaînes ont été condamnées parce qu'ils ont donné la parole à des gens qui étaient climato-sceptiques. Bon, bref, voilà où on en est. Donc voilà, Sandrine Rousseau, c'est sur la tête de gondole de ce genre de délire climatique, et elle peut annoncer absolument n'importe quoi. Elle aurait pu annoncer qu'en 2030, la France sera consumée par les flammes, du fait parce que Jean-Michel roule toujours en diesel. Bon, voilà, on peut, c'est sur des délires, et que de toute façon, personne n'ira leur demander des comptes, donc ils peuvent, allons-y franco, racontons absolument n'importe quoi. Mais je sais que un professeur l'avait déjà dit dans la classe de mes enfants, avait dit que de toute façon, là où on habite, en Picardie, bah, c'est fini, vous n'aurez plus jamais de neige à Noël. Putain, manque de bol, 3 mois après, il tombe de la neige à Noël. Donc les élèves, évidemment, goguenards, lui disent, mais alors monsieur, vous nous avez dit qu'il n'y aurait plus de neige, et le prof était furieux, hystérique. Taisez-vous! Comment je vous interdis d'aborder ce sujet. C'était dramatique pour lui. C'est-à-dire que sa prédiction ne s'était pas réalisée, et les élèves se foutaient de sa gueule parce qu'il avait dit n'importe quoi. Il n'avait pas dû neiger depuis 2 ans, et lui, pour sa théorie de malade mental de réchauffisme climatique, il va dire bah allons-y, on va leur dire pour leur faire peur, pour qu'ils aient conscience, et bien qu'il y aura plus de neige là. Bah, marque de bol, 3 mois après, il neigeait à Noël. Bon bref. Voilà, on va pas rester des heures sur les déclarations de Sandrine Rousseau, mais je pense qu'elle a l'air suffisamment illuminée pour croire elle-même à ces conneries. Je le crois. Oui, merci beaucoup. Effectivement, il est bon de rappeler cette folie climatique absolument, je sais pas, bah, absolument délirante. Et effectivement, vous avez bien fait de le rappeler, cet endoctrinement s'attaque dès le plus jeune âge et dès les petites classes. D'ailleurs, on se demande où oui, dans la Alice. couche d'ozone, ils l'ont rebouché. Peut-être qu'il faut la changer, la couche. J'avais fait strictement Vous parlez de Joe cette Biden. même blague. J'ai fait strictement cette même blague dans un autre forum du Parti de la France. Pour la petite anecdote, je laisse les plus courageux me rappeler dans lequel c'était. Mais j'avais fait la même blague. Et Thomas Joly, d'ailleurs, avait réagi en disant que c'était de la merde. Et il a Ça raison. devrait être sanctionné. Ça va être sanctionné. Ah, c'est bon, j'en ai assez. Je sais pas si vous voulez qu'on continue de parler des JO. Moi, j'avais un autre sujet encore, un sujet un peu plus léger peut-être, mais un sujet qui a son importance, je pense, parce que vous savez que le jeu vidéo, c'est un domaine qui me tient plutôt à cœur, et qui est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un des plus grands médias et une industrie qui pèse plus lourd que celle du cinéma et de la musique réunie. Et vous savez probablement que le prochain jeu d'Ubisoft fait grand bruit. Oubliez les reconstitutions historiques fidèles. Là, nous sommes face à Yatsuke, un samouraï noir dont l'existence est un peu discutée, et en tout cas les événements qui entourent son existence encore plus, par la plupart des historiens, surtout au Japon. Donc là, on a découvert les nouvelles images du prochain Assassin's Creed, un jeu phare très très attendu. Donc il y a de la musique hip-hop sino-japonaise, ça n'a absolument aucun sens pendant les combats. On est face à un noir qui va incarner le rôle d'un samouraï, donc on va jouer un noir qui est homosexuel, qui est pro-LGBT. C'est quand même intéressant dans le Japon médiéval. Bref,
Ubisoft se tire une balle dans le pied et là j'ai vu ce matin une pétition contre justement ce phénomène qui a récolté plus de 100 000 signatures quand même. Bon, une pétition ça mène jamais à nulle part, on le sait, ça ne mène jamais nulle part, excusez-moi. Mais voilà, on voit quand même une mobilisation contre cette appropriation culturelle finalement. Est-ce que ce ne serait pas de l'appropriation culturelle? Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Ah bah, c'est clairement, insupportable de voir ça. Alors, si je ne m'abuse, il me semble qu'au Japon médiéval, il y a eu effectivement l'histoire d'un noir qui était samouraï, mais c'est vraiment un cas isolé. Et il fallait forcément que les développeurs de jeux vidéo, utilisent ce cas-là forcément, hein, pour que l'acteur soit noir, que le personnage principal soit noir. C'était une nécessité, hein, pour eux, et forcément, c'était trop compliqué de prendre, n'importe quel autre samouraï, qui représente enfin, les noirs, au Japon, c'était inexistant, hein, là, on parle vraiment d'un cas unique, mais bon, voilà, il fallait forcément qu'ils prennent ce cas-là, il fallait forcément que ce soit un noir, au final, ça n'étonne personne parce que dans le cinéma, c'est la même chose, dans les jeux vidéo, ça commence à être la même chose et puis, en plus de ça, on rajoute toujours une petite dose de wokisme, hein, l'homosexualité et cetera parce que oui, forcément, des hommes, les hommes hétérosexuels, c'est toujours, mauvais, c'est toujours des fascistes. Donc c'est finalement, oui, c'est assez insupportable parce que on commence à voir ça, partout, hein, dans tous les domaines de la vie, dans tout le milieu culturel et en fait, on va à l'encontre même de l'histoire et c'est assez effrayant parce que moi, j'ai peur que ces choses-là, en fait, prennent aussi trop de place, par exemple, dans l'éducation nationale ou dans les cours d'histoire et cetera, où on fausse, en fait, l'histoire et c'est non, non, c'est terrible, c'est terrible. Ah, absolument, je partage bien votre avis. Ah, Bruno Héroux, quelle est votre réaction? Oui, ça participe d'un mouvement général où effectivement, les personnages, blancs sont remplacés par des personnages, de couleur et si les blancs sont maintenus, ils sont, soit lâches, soit homosexuels, soit victimes, soit un grand méchant détestable. Il s'agit d'une politique, raciste anti-blanche tout simplement et et ce qui est amusant, c'est que ces gens-là, sont persuadés que, dans les jeux vidéo ou dans les séries, voir un personnage qui puisse être, non blanc serait un peu comme une kryptonite pour nous et qu'on se mettrait en position latérale de sécurité devant notre écran. Franchement, c'est assez ridicule, c'est bas, mais ça en dit long sur la vision, du combat, militant, et identitaire, de nos adversaires qui, heu, qui veulent nous habituer les plus jeunes surtout, à avoir de la diversité. Ils insistent lourdement, et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'insister aussi lourdement? C'est parce que, ça ne prend pas, puisque la réalité est tout l'inverse de ce qu'ils veulent nous envoyer comme image et plus ils veulent appuyer, plus ils démontrent, que ce qu'ils veulent nous inculquer, surtout inculquer aux plus jeunes des blancs, en général et des Français en particulier, n'est pas naturel, n'est pas intuitif. C'est pour ça qu'ils insistent lourdement. Ils veulent faire entrer et ça, au forceps et en fait, ça prendra pas du tout. Il y aura l'effet inverse et je pense que, s'appliqueront, toujours à ce genre d'initiative ce fameux dicton américain, «Go woke, go broke». Oui, effectivement, il est pas mal ce dicton d'ailleurs. Moi, je l'apprécie pas mal. Frédéric Cavalli, vous voulez réagir? Oui, une remarque de cinéphile. Je ne sais pas si vous en avez tous entendu parler, mais il est question qu'il y ait, alors je ne sais pas exactement si c'est un film ou une mini-série, mais qui parle du barbare carthaginois Hannibal. Et bien finalement, les seuls qui ont les burnes de résister contre ce révisionnisme, hein, je ne vois pas d'autre mot historique, ce sont finalement les Arabes, hein, nos amis maghrébins. Une fois n'est pas coutume qui portent notre étendard anti-révisionniste par rapport à la vérité ethnique, eh bien, figurez-vous qu'ils sont montés au créneau et ont fait un véritable scandale qu'un noir américain, Denzel Washington, ose interpréter le rôle de leur compatriote tunisien Hannibal. Voilà. Donc finalement, c'est peut-être eux qui vont commencer à faire gronder la révolte, chose que nos congénères blancs n'ont jamais finalement osé faire jusqu'à présent, du moins à grande échelle. Absolument, absolument, chers amis.
Écoutez, moi j'ai traité tous les sujets dont je voulais parler avec vous, mais vu que nous sommes dans un bistrot, s'il y en a un qui veut réagir sur quoi que ce soit, qu'il nous partage son envie. Juste, pour nos auditeurs, je voulais, les informer, hein, s'ils sont pas au courant, que François-Xavier Bellamy, qui a été, quasiment menacé de mort par une élue, LFI, une élue musulmane LFI, a déposé plainte contre elle, affaire à suivre, mais ça va être intéressant et cette même élue, LFI, devait, obtenir une sous-présidence de commission au Parlement européen et sa candidature a été bloquée par la droite européenne jusqu'à au moins septembre. Il s'agit de Rima Hassan. Voilà, c'était juste, je voulais juste souligner ce sujet. Donc, elle a une plainte de Xavier Bellamy de François-Xavier Bellamy sur le dos et j'ai hâte d'en voir les suites. Alors, moi, je voudrais juste dire un petit mot, mais sur un feuilleton qui n'intéresse déjà plus personne, c'est la composition du futur gouvernement, et puis d'un Premier ministre. À peu près tous les 3 jours, on nous parle de quelqu'un qui pourrait être Premier ministre. Donc, en fait, c'est vraiment le quart d'heure de gloire jusqu'à temps que finalement, il y a quelqu'un qui dise « Ah non, mais pas question moi j'en veux pas », que ce soit le nouveau Front Populaire qui dit non mais moi j'en veux pas, et puis ou Macron qui dit non mais moi je n'aimerais pas. Là dernièrement, donc c'était quelqu'un qui est à la mairie de Paris, dénommée Casse-Tête, je crois, si j'ai bien compris, dont j'avais absolument jamais entendu parler, qui je crois a 37 ans et en paraît 50, qui fait partie des gens qui ont surendetté la ville de Paris. Donc ça promet, mais donc le nouveau Front Populaire, qui n'a toujours pas compris, qui est lui-même bien éclaté, on va dire, entre gens qui peuvent pas se saquer, dit bon bah ça y est, on a trouvé quelqu'un, c'est bon, vous pouvez la nommer. Mais ils n'ont pas compris que en fait, il y a personne du nouveau Front Populaire qui sera nommé Premier ministre. C'est ça ils ont toujours pas percuté. Voilà, c'est Macron, il a dit on n'en veut pas. Lui, il essaie de refaire une sorte d'alliance. De briques et de broc plus ou moins centriste avec la droite molle, mais il est hors de question qu'il file ça, en tout cas, à quelqu'un qui vient plus ou moins de LFI, de l'extrême gauche ou de la gauche hystérique. Donc voilà, apparemment, le nouveau Front Populaire n'a toujours pas compris. Il faudrait que quelqu'un leur explique avec des mots simples qu'ils n'ont pas gagné les élections. C'est que malgré ce que a essayé de dire la presse de gauche, non, en fait, oui, le Rassemblement national a été battu, mais tous les autres aussi. En fait, c'est Macron qui a pas tort, comme pour une fois, il a fait un bon diagnostic, c'est qu'en fait, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants. Et donc voilà, donc c'est un feuilleton qui ne passionne déjà plus du tout les Français. Et j'en reviens, il va dire, il est obsédé par parler de l'ignorance politique et crasse des Français, mais là, actuellement, il faut savoir que les 95% des gens ne comprennent rien au fonctionnement de l'Assemblée nationale, de la nomination d'un gouvernement par l'exécutif, qu'ils ne comprennent que dalle, rien. Voilà, les électeurs du Rassemblement national, c'était Bordelot, Premier ministre. Voilà, c'était ça. C'était Mélenchon, Premier ministre, contre le Rassemblement national, c'est tout, rien d'autre. Et là, les pourparlers entre les uns et les autres, les postes de questeurs de l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que les Français en ont à secouer? Ils ne comprennent rien. Même le poste le poste honorifique du perchoir, mais tout le monde s'en fout. C'est un poste, c'est le 4e personnage de l'État, mais rien du tout. Ils servent juste à donner la parole aux gens, bon, à encaisser un peu de blé aussi, puis à filer quelques postes honorifiques, mais à donner la parole aux gens à l'Assemblée. Voilà, c'est un animateur. C'est tout. Ça n'a pas une grande importance. Et tout le monde s'en tape. Et là, on parle de nom. Alors, le nom reste 3-4 jours dans la presse, puis après, on passe à un autre. Enfin, voilà. Alors, le seul avantage de tout cela, c'est que ça va, je l'espère, susciter un sentiment de rejet de nos institutions auprès du peuple français, qui vont se sentir, quel qu'ait été leur vote, se dire mais merde, on nous a volé en gros notre vote, voilà, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est que cette merde, redire Jolin, qu'est-ce que c'est que cette merde, quand tu voyais un truc, voilà, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et nous, au Parti de la France, nous ne sacralisons pas la Constitution. La Constitution, c'est un bout de papier, c'est juste le mode de fonctionnement de nos institutions.
Donc on se fout complètement de brûler ce bout de papier pour refaire, alors pas forcément une 6e République, hein, la République c'est pareil, au Parti de la France on s'en tape de la République. Donc c'est très bien si les Français s'aperçoivent que les institutions sont vermoulues et que là, cette instabilité parlementaire et gouvernementale, eh bien, pour moi, peut être très utile pour, on va dire, susciter un sentiment de rejet chez nos compatriotes de nos institutions pourrissantes, de nos institutions républicaines pourrissantes, et peut-être voir émerger en eux l'idée d'institutions qui soient plus conformes, en tout cas, aux aspirations du peuple français. Mais voilà, et je souhaite, espérons que cette République sera balayée peut-être avec cette incapacité à former un gouvernement. Parce qu'imaginez quand même qu'il va falloir voter la loi de finances au mois de novembre, alors que là, pour l'instant, on n'est même pas capable d'avoir un gouvernement. Donc ça paraît impossible. Je pense qu'il va y avoir un pourrissement de la situation et aussi une radicalisation, je pense, de l'extrême gauche qui va tâcher de rendre tout cela ingouvernable, puisque l'extrême gauche n'est pas spécialement non plus attachée aux institutions de la Ve République. Donc voilà, on va peut-être voir mourir cette Ve République plus vite qu'on ne le croyait, puisque c'est vrai qu'il est notre. Enfin, voilà, c'est assez souvent que les gens de notre bord se disent, ah là là, comment je sais plus quelle est l'expression, la République, enfin Yanis me la retrouvera, la République se défend bien, je ne sais plus ce qu'on dit avant, enfin bon bref voilà. En fait non, la République vacille avec au gré des événements, et peut très très vite tomber, à mon sens, et je pense que cette instabilité peut nous servir. Et la République gouverne mal, mais se défend bien. Ah voilà, merci, merci mon scribe. Quelle Si, culture! quelle culture, n'est-ce pas? Bah écoutez, chers amis, sur ces bons mots, moi je n'ai plus forcément grand-chose à vous dire. Nous avons parlé de tout, en réalité. Nous avons parlé de tout ce dont je souhaitais parler en tout cas. C'était une très belle émission. Ah, allez-y, Thomas. Un tout petit mot très rapide pour vous dire que avec Frédéric Avalli notamment et Fabrice Langelet, donc on est allé voir en tout petit comité Jean-Marie Le Pen lundi, qui nous a reçus donc à Rueil-Malmaison dans son jardin. On a passé un bon moment avec lui, on a bu un coup de cidre, on a parlé de choses et d'autres, et puis on a passé un bon moment avec lui. Alors maintenant, c'est un vieux monsieur de 96 ans, mais qui n'est absolument pas grabataire et en tout cas en bien meilleur état mental, on va dire, qu'un Joe Biden qui est toujours président des États-Unis. Donc voilà, vous avez les salutations de Jean-Marie Le Pen qui va bien et qu'on a vu chez lui. Et on s'est promis de se revoir dans les semaines qui viennent avec quelques personnes du Parti de la France. D'ailleurs, si tu me permets, Thomas, une petite anecdote, mais j'avais fait un parallèle qui m'avait semblé approprié lorsque il y a eu le défilé avec le plus jeune député de l'Assemblée nationale, en l'occurrence un RN. Et je n'avais pas pu m'empêcher de me dire qu'à l'époque, de la belle époque de 1986-1988, avec le premier groupe parlementaire Front National à l'Assemblée nationale, que si ces nervis gauchistes de LFI avaient eu l'outrecuidance de mettre des vents aux mains tendues d'un Roger Hollande ou d'un Jean-Marie Le Pen, ils se seraient probablement pris une mandale, ou du moins, ils auraient certainement entendu parler du pays. Alors, c'était pas forcément crédible en 1986 parce que Jean-Marie Le Pen et Roger Hollande, qui ont le même âge à un an près, n'étaient pas les Benjamins, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de l'Assemblée nationale. Mais par contre, en 1956, que je dis avait tout son sens, puisque Jean-Marie Le Pen a été le plus jeune député de l'histoire de France en 1956, avant que sa nièce Marion entre guillemets, lui vole ce titre à 22 ans. Et donc, j'imagine bien que si des députés gauchistes à l'époque avaient refusé la main tendue de Jean-Marie Le Pen, je pense que peut-être un ou deux l'auraient fait, mais pas un troisième. Après,
la réaction que Jean-Marie avait eue, voilà, quand je lui ai dit qu'il aurait certainement distribué des mandales. Il a eu un petit sourire comme ça, évidemment, il n'a pas voulu fanfaronner, mais enfin, son sourire en disait long sur le fait qu'il aurait été beaucoup moins passif que ce jeune député RN au physique de pince à linge. Merci beaucoup Frédéric Cavalli. Mais effectivement, quoi de mieux finalement que de finir cette saison sur Jean-Marie Le Pen finalement. Nous sommes rassurés et nous sommes heureux surtout de vous dire qu'il va beaucoup mieux que ce que la presse avait dit de lui il y a quelques semaines. Donc qu'il va très très bien encore et qui, comme disait Thomas Joly, il va beaucoup mieux que Joe Biden. Il n'y a aucune comparaison à faire même, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée ainsi qu'une bonne fin de semaine, bel été, le début d'août. Alors, est-ce que vous dites août ou août? Ça, c'est un débat, voilà. Mais le mois d'août, en tout cas, va approcher. C'est votre anniversaire, même, je crois, Yanis Morio, et c'est probablement d'autres anniversaires qui vont tomber ce mois-ci. Donc, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, et je vous dis rendez-vous au mois de septembre, mais bien sûr, il y aura quelques petites vidéos qui sortiront sur la chaîne du Parti de la France, des Faf and Curious et entretiens notamment. Donc, vous me verrez par ces biais-là. Et je vous souhaite un bel été et un beau mois d'août. Au revoir. Bonnes vacances! Au revoir, merci encore pour l'invitation et bonnes vacances à tous, ceux qui vont partir ou ceux qui y sont déjà. Également, au revoir. bonne soirée à tous et bonnes vacances.